Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'Afrique et le monde. Nous allons faire le tour de l'actualité internationale, mais plus particulièrement, nous allons nous arrêter sur un sujet en particulier, la présence, on va dire, on peut le dire aujourd'hui, avortée de Vladimir Poutine en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS prévu fin août. Il y avait un suspense autour de cette présence ou non. Est-ce que le leader russe foulera au pied, en tout cas, ce mandat d'arrêt international? Est-ce que les Sud-Africains qui avaient affiché dans un premier temps une position favorable à la présence du président russe allaient flancher? Finalement, le fin mot de l'histoire, c'est que, comme beaucoup d'observateurs l'ont prévu également, c'est la renonciation du président russe à être présent à ce sommet des BRICS. Nous allons en parler très rapidement avec Lord Emmanuel Agbaoudji. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique à Morgan Training. Sur ce plateau, Joël Ataï-Gedegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Par rapport à cette question, est-ce qu'on peut dire qu'au final, la communauté internationale ou les Occidentaux ont gagné leur pari? Parce qu'au début de cette histoire, il y avait, on va dire, toutes les bravades possibles. La Russie Vladimir Poutine n'est pas isolé, peut se déplacer, peut aller en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était sur la même position, mais aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, ou du moins factuellement, cette position n'est plus d'actualité. Je crois que c'est même pas une victoire à la Pyrrhus, hein. Ça fait partie des escarmouches, des petites piques qu'on se lance en sachant très bien qu'on n'ira pas forcément très loin, et plus qu'il en faudrait en tout cas. C'est aussi ça l'intérêt des superpuissances, que dans une certaine mesure de savoir raison garder et pour ne pas en rajouter à l'état d'apoplexie, enfin de crise exacerbée dans lequel se trouve le monde. Et dans la mesure où il y avait déjà une alternative à la présence de M. Poutine à ce sommet, je crois que le bon sens a prévalu, même sans menace d'arrestation d'arrestation. Au plan international, il y avait déjà la situation de guerre qui était une cause suffisante de renonciation, ma foi. Voilà. Sur cette même question, comment vous interprétez cette annonce de la présidence russe? Oui, déjà, il faudrait comprendre que ce serait probablement l'un ou l'autre des cas. Soit le président russe se rendra en Afrique du Sud, soit ce dernier avortera cette rencontre-là, et ce qui fut le cas. Et on peut comprendre que, on peut considérer également que oui, c'est une petite victoire de la part des Occidentaux, puisque on ne s'attendait pas à cela. On se disait que, étant donné que le président russe ne considérait pas en tant que tel ce mandat-là de la CPI, ce dernier pouvait s'entêter en quelque sorte et se présenter maintenant. Mais on pourrait également analyser cette situation par le fait que l'Afrique du Sud a essayé de ne pas, en quelque sorte, augmenter les tensions, puisque quand nous prenons l'exemple de ce qui s'était passé en 2015 avec l'ex-président de l'Afrique du Sud, avec la situation d'Omar El-Béki soudanais, on peut comprendre que si éventuellement cette même situation se reprenait, cela impactera en quelque sorte la présence de l'Afrique du Sud sur la scène internationale. Et on pourrait dire que c'est fort raison de cela que entre alliés, ils se sont concertés peut-être et ont décidé finalement que le pire devrait être évité. Voilà. Est-ce que ça témoigne, ça rencontre quelque peu d'un certain isolement quand même du président russe, parce qu'aujourd'hui, en termes d'alliés, oui, la Chine, l'Iran, l'Inde, encore que, on a vu l'Inde
choisir de s'approvisionner en France il y a encore quelques jours pour ces avions de combat, parce qu'évidemment la guerre faisant, en tout cas les commandes en cours devant venir de l'allié russe sont, disons, en rade. Donc est-ce qu'on peut valablement dire aujourd'hui, est-ce que Vladimir Poutine, même s'il y a une majorité silencieuse du monde qui ne condamne ni n'adoube, est-ce qu'on n'est pas, qu'on le veuille ou non, dans une sorte d'isolement? Non, ce serait trop vite dire. Isolement, maintenant, ils avaient le moyen de jouer leur va-tout. Et puis, on parle de quoi? Est-ce que ce serait finalement l'hommage du vice à la vertu? Parce que ceux-là qui prétendent vouloir mettre aux arrêts M. Poutine sont les premiers à fouler aux pieds le droit international, les règles qu'ils disent avoir établies, mais au respect desquelles ils ne contribuent pas significativement. À l'arrivée, je pense que c'est plutôt l'Afrique du Sud qu'il faut regarder dans cette affaire-là. En tant que jeune nation africaine, soucieuse du respect de ses engagements internationaux, en tant que pays africain où l'équilibre des pouvoirs est une réalité, où la séparation des pouvoirs est relativement une réalité, et à telle enseigne que même si l'exécutif inclinait à vouloir recevoir M. Poutine et donc braver ce mandat d'arrêt international, comme disait Emmanuela, il se pourrait que l'épisode précédent entre Omar Béchir et le président Zuma ne se reproduise plus. Oui. Et donc, c'est de l'intérieur, peut-être, c'est à partir du débat dans la société sud-africaine, mais au niveau de l'establishment sud-africain, que peut-être la balance a penché. Et maintenant... Parce que, bien évidemment, l'Afrique du Sud serait en tout cas dans une sorte de oui, l'Afrique du Sud est signataire du traité de Rome, c'est vrai, elle a des engagements. Et le débat a eu lieu de savoir si l'Afrique du Sud pouvait se permettre de continuer à manquer à ses engagements internationaux. Mais l'Afrique du Sud n'a pas la mémoire courte et sait qui a eu à l'aider au plus fort de sa lutte pour la libération. Et au nombre de ces alliés-là se trouvent souvent les pays non occidentaux et l'ex-URSS. Et donc, l'Afrique du Sud ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Fort heureusement, avec les moyens technologiques aujourd'hui de la télé, de la visioconférence, à part la chaleur humaine, et que sais-je encore. Bon, donc, ce sommet aura lieu. Vous parliez de l'Inde, mais l'Inde est un pays assez particulier sur la scène internationale. C'était historiquement le leader des pays non alignés. Et dans un monde aujourd'hui multipolaire, l'Inde s'est adaptée. Et l'Inde développe une diplomatie multilatérale, sinon de multi-alignements, ou de multiples alliances en tout cas. Et donc, elle prend au plus offrant au fur et à mesure. Et vous donnez très bien l'exemple des rafales françaises. Des rafales françaises. Et c'est encore la France qui fait la cour. On a vu. Ça fait la deuxième fois, ça a fait pratiquement une soixantaine d'avions. On a vu à quel point M. Macron a mis les petits plats dans les grands, non seulement le 14 juillet, mais toute la France était suspendue à ça. Et l'Inde n'est pas moins très proche des États-Unis quand il le faut. Et c'est peut-être là l'exemple sur la scène internationale de ce que les pays du tiers-monde pourraient quand même tirer leur marron du feu en s'affirmant. Avoir ses intérêts chevillés au corps. Oui, en cas bien analysé, les pas qu'on pose sur la scène internationale, ne pas hésiter à parler haut et fort, clairement, comme l'Afrique du Sud, quelquefois, pour rappeler les Occidentaux à leurs incohérences. Et moi, ça me satisfait, et ce dénouement, et malgré tout, on se serait passé de tout ça. Parce que le pire n'est jamais sûr. Et donc, et peut-être que quelqu'un aurait pu tenter par bravade cette arrestation. Et comme on dit, toutes les options étant sur la table, dans ce type de cas-là, ça voudrait dire que le pire pourrait arriver, pourrait advenir. Et le monde s'en passerait bien entendu. Voilà, sur cette question, en tout cas, ce renoncement enlève une grosse épine dans le pied des Sud-Africains.
Oui, bon, je suis sûr que vous étiez en train de parler sûrement de Jacques Zuma. Oui, Jacob Zuma. Oui, Jacob Zuma, non. Est-ce qu'il constitue une épine en tant que tel? Bien vrai que ce dernier n'est pas forcément allié direct ou ami ou faisant partie du même parti politique que l'actuel nouveau président. Non, je parle de la renonciation en tout cas, le fait que Poutine ne vienne pas en Afrique du Sud. En tout cas, ça soulage quelque peu le président sud-africain, le président Ramaphosa qui est là. Jacob Zuma, qui est confronté à la même... Voilà, ça enlève quelques pieds. En tout cas, ça enlève quelque peu. Ça fait un problème de moins à gérer pour l'Afrique du Sud parce que ça l'aurait placé dans une situation un peu compliquée quand même si Poutine devait venir réellement. Oui, déjà, quand on prend l'exemple de ce qui s'est passé en 2015, comme je le disais, on pourrait comprendre que si éventuellement le président Poutine venait, cela pourrait engendrer d'autres problèmes, surtout pour l'Afrique du Sud. Déjà que son désir là de se retirer du statut de Rome et autres n'a pas encore eu gain de cause, ce dernier n'a pas encore eu gain de cause, cela pourrait affecter sa politique étrangère à l'international. Et déjà que l'Afrique du Sud est un pays émergent et déjà on le considère comme un pays en développement. Donc il ne faudrait pas que cette notoriété-là puisse diminuer et prendre un coup sur la scène internationale. Comme je le disais, donc ça a quand même soulagé la population sud-africaine. Voilà, on peut dire que Ramaphosa n'est pas aussi téméraire que Jacob Zuma que vous évoquiez. Mais bon, en fait, les clients ne sont pas les mêmes. Les clients ne sont pas les mêmes. Encore même que si le plus facile, ça aurait pu être Omar Béchir. Enfin, quoique. Voilà. Emmanuela voulait parler. Oui, je disais, même si ce sont les mêmes partenaires, parce que la Russie a longtemps soutenu, disons, l'URSS a longtemps soutenu l'Afrique du Sud dans la lutte anti-apartheid. Donc, c'était un partenariat qui existait depuis longtemps, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre en danger son développement sur la scène internationale et sa notoriété. Voilà. Mais, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'Inde, c'est à peu près valable pour l'Afrique du Sud également, qui voit ses intérêts économiques en l'espèce, parce que la plupart des pays ont besoin des investissements directs étrangers et pour continuer à maintenir son rang alors qu'on est voilà, parce que pour compléter à ce que vous dites, parce que il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de chiffres qui sont avancés, mais quand on regarde très peu, même avant la guerre russo-ukrainienne, en termes d'investissement direct, ce n'est pas du côté de la Russie vers l'Afrique que ça se passe réellement. Voilà. Il y a beaucoup de fantasmes autour de... Mais tous ces œufs dans le même panier, je crois que c'en est un peu l'illustration de voir que chaque pays essaye de maximiser ses intérêts selon les situations et puis... Voilà, on pourrait dire que, si on met du côté la question de l'isolement relatif de Vladimir Poutine, on pourrait dire que son absence à ce sommet, en tout cas personnellement, c'est parce que la Russie sera forcément représentée peut-être avec Lavrov ou d'autres représentants. Voilà, le grand raout attendu, c'est le sommet de Sochi qui pourrait contrebalancer avec ce sommet des BRICS, parce que la Russie parie sur une forte présence des pays africains notamment. Oui, et on a constaté que ces dernières années, la Russie se rapproche plutôt plus des pays africains. Et c'est en ce moment, on peut dire que c'est là maintenant que les pays africains essaieront de comprendre la place qu'a l'Afrique dans le Conseil des Nations sur la scène internationale et essayer de tirer profit de ces différentes situations-là qui s'offrent en quelque sorte si effectivement l'Afrique arrivait à en tirer bénéfice comme une porte de sortie pour les pays africains, parce que cela revient à ces pays africains-là d'essayer de peser sur la scène internationale, de tirer assez profit de ces situations-là. Voilà, en parlant de ce sommet de Sochi prévu dans quelques temps, est-ce que la Russie aussi n'envoie pas de quelques signaux contradictoires? Parce qu'évidemment, la Russie parie sur ce sommet pour, en tout cas,
pour, je ne dirais pas exister internationalement, mais quand même montrer son envergure ou son influence, sa sphère d'influence, même si elle est empêtrée dans cette guerre russo-ukrainienne. Je parle de signaux contraires ou signaux négatifs, surtout à l'endroit des pays africains, quand on sait que depuis quelques jours, cet accord sur les céréales a été dénoncé par la Russie. Hier, avant-hier, on a fait état, en tout cas, de tirs de missiles sur les ports minéraliers ukrainiens. Alors, véritablement, quel est le message envoyé? Non, en partie... La résonance de ces incidents-là, en tout cas de ces dénonciations sur ces partenaires africains, parce que, évidemment, ce sont les premiers qui seront impactés. Il va falloir qu'on joue très finement. Est-ce qu'on est condamné à consommer du blé? Donc, posons-nous aussi quelques questions fondamentales. Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire notre deuil du pain de blé? Quand la danse change, la cadence aussi change, donc il faut trouver d'autres moyens de... Oui, bon, c'est vite dit. C'est vite dit, c'est vrai qu'on ne se retourne pas du jour au lendemain comme ça. Si c'est pour le carburant, comme le Bénin a pu le démontrer, on peut faire venir des bateaux qui sont en rade, mais bon, côté céréales, c'est moins évident. Ouais. Et c'est le ventre qui parle. Là. Ouais, bon, donc, c'est sûr que c'est loin d'être gagné. On voit à quel point l'Afrique s'est mise dans de sales draps au plan de la dépendance agroalimentaire. Parce qu'il y a, effectivement, il y a les céréales, il y a les engrais. Évidemment. Il y a tout ça qui concourt quand même à ce qui est à notre portée, a priori. C'est pas l'industrialisation et autres, bien que ce soit des passages obligés. Alors, donc la Russie, elle va jouer de ses atouts. Et un de ses atouts en ce moment, c'est Sochi. Elle ne peut pas avoir mieux. Elle a reçu en temps Jacob Zuma, le président comorien qui est président de l'Union africaine, une délégation africaine qui était partie un peu tenter une médiation. On a vu comment ça a été exploité au plan médiatique sans que les résultats aient été plus fameux. Donc ça va être au niveau de la symbolique de la communication. Mais alors, ce sera aux Africains de savoir poser les problèmes. Peut-être que dans cette guerre russo-ukrainienne, de toute façon, il nous faudra nous frayer notre chemin. Et même dans le ni-ni, il faut pouvoir dire à chacun son fait et ne pas complètement perdre la main. Parce que dans ce jeu des nouveaux blocs ou des blocs qui se reconstituent, il ne faudrait pas que l'Afrique retombe dans la dépendance qui a été la sienne ou dans le suivisme qui a été le sien en adoptant juste des positions idéologiques. Il faut que ça se traduise concrètement par des avantages palpables. Et donc, en sachant jouer réellement de notre atout. Est-ce que c'est sur le prix des matières premières? Est-ce que c'est sur le Conseil de sécurité aux Nations Unies? En tout cas, il va falloir des redonnes. Et donc, de ce point de vue, il faut un peu de concertation, davantage de stratégie de la part de l'Afrique. Un peu comme l'Inde, toute proportion gardée, a su le démontrer. Donc, il y a moyen sur la scène internationale de tirer son épingle du jeu en dehors du simple suivisme et des bases militaires qu'on a en retour. On voit très bien que ça ne sert plus à grand-chose. Oui, sur cette même question. Oui, je partage les avis de M. Attaï et la porte de sortie qu'a l'Afrique dans ce cas, c'est juste essayer de voir son point fort et d'essayer de mettre en valeur ce point fort-là. Et M. Attaï a donné l'exemple du Conseil de sécurité, par exemple. Et est-ce que les pays africains voient réellement leur place au Conseil de sécurité? Parce que c'est important. Si au Conseil de sécurité, ils se disent qu'il y a ceux qui sont pourvus du droit de veto, oui, mais les non-permanents également ont leur place, parce qu'il y a de ces résolutions-là, et sans l'unanimité, ça ne peut pas marcher. Et en tant que pays africains, c'est là que doit se jouer le tout. Par exemple, c'est un exemple palpable, et où les négociations devraient se faire. Et après cela, il y a également le côté des matières premières. Est-ce qu'on arrive à tirer réellement profit des matières premières à notre disposition? Reste à savoir. Donc, trouver une porte de sortie, essayer de mettre en place ce mécanisme-là qui permettra à l'Afrique de donner et de recevoir. Et ce n'est qu'en faisant cela qu'on peut comprendre que si les autres ont plus à gagner de notre côté, ces derniers auront en quelque sorte une envie intense de venir négocier avec nous, et non ce soit les Africains qui cherchent chaque fois à soutirer, à avoir des trucs venant de l'extérieur.
En tout cas, je m'arrête rapidement sur ce point précis du Conseil de sécurité. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un jeu de dupes? Parce qu'on sait qu'évidemment, malgré tous les plaidoyers, malgré les promesses ici et là, ceux qui ont le droit de veto ne voudront pas en rajouter un au club. Donc voilà. Oui, Emmanuel. Allez-y. Oui. Les pays africains n'ont pas forcément besoin du droit de veto précisément là. Oui, bon, c'est ce qu'on dit prosaïquement, mais bon, quand il s'agit de faire la guerre, de s'opposer chacun, je pense que tout le reste n'existe pas. Il y a de ces résolutions-là, procédurales, qui ont forcément besoin qui ont forcément besoin de tous ces États-là, de l'unanimité pour être pris. Donc, si un parmi ces derniers-là refuse de prendre parti à ce vote-là, cela change tous les plans. Et celui-là, maintenant, aura l'avantage sur les autres de demander ce qu'il veut et d'obtenir. Oui, afin de leur permettre d'aboutir à ce qu'il veut. Il y a cette possibilité, mais vous conviendrez avec moi que celui qui a le droit de veto peut tout outrepasser. Comme on le dit, l'histoire nous a montré que bon, le Conseil de sécurité peut prendre autant de décisions qu'il veut, mais la force règle le reste. Les États-Unis l'ont démontré plusieurs fois qu'on peut déchirer une résolution du Conseil de sécurité et passer outre. Et la Russie l'a démontré dans la guerre de Syrie, où elle fait la pluie et le beau temps. En réalité, aux Occidentaux. Oui, en réalité, même si ces négociations que vous évoquez sont utiles parfois sur des sujets d'intérêt, disons, internationaux, quand il s'agira de décider de faire jouer la force, bon, on sait ceux qui s'y prêtent très 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 rapidement et font entendre raison aux autres. En tout cas, sur la question de Conseil de sécurité, c'est loin d'être gagné, même si c'était accordé aujourd'hui. Il y a fort à parier que les Africains auraient encore du mal à s'entendre. Il y a déjà la rivalité entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, au sud du Sahara. Si on y ajoute potentiellement l'Égypte, faut compter aussi avec les Occidentaux, avec les puissances qui vont essayer de diviser pour régner. On va chercher un allié à travers celui qui aura ce droit de veto. Est-ce que on va finalement l'accorder à l'Afrique à travers la présidence de l'Union africaine? Ça pourrait être un moyen un peu pratique de régler la question. Mais bon, on n'en est même pas encore là pour l'instant. C'est comment constituer réellement une base nationale, développer une économie soutenable, et faire en sorte que notre insertion au monde, notre rapport au monde soit un peu plus majeur que ce qui n'a été jusqu'à présent. Sinon, nous continuerons d'être dans la nuit des temps. Et il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer désormais du reste du monde, de la Corée du Sud, les pays émergents qui étaient plus bas que les pays africains au moment des indépendances. Et là, il y a assez de leçons déjà pour nous, de manière pratique, sans même aller dans les rapports de force. Donc, en termes de bien-être pour les populations, en termes de pacification des espaces qui sont dédiés à l'intégration et donc au développement. Sans ça, nous pouvons prétendre à rien. Personne n'investira son argent s'il n'y a pas de sécurité. Donc, on a quand même quelques défis à adresser et engageons que la fréquentation de ces sommets nous apprenne de plus en plus à aller à l'essentiel et à toucher à ce qui nous impose. Voilà, juste pour finir sur ce point, le sommet des BRICS, on voit quand même que ces derniers mois, les BRICS, présente un attrait nouveau. En tout cas, il y a beaucoup de pays qui tapent à la porte, l'Algérie, l'Égypte. Il y a beaucoup de pays africains qui veulent bien y entrer, d'autres pays d'Amérique du Sud. On a l'impression que les BRICS s'offrent comme une sorte d'alternative, on va dire, aux deux blocs. Pour le dire ainsi, les Occidentaux plus les États-Unis et la Russie. Comment vous voyez, pour finir rapidement, cet attrait, je ne dirais pas nouveau, les BRICS sont toujours attirés, mais ces derniers mois, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de pays qui frappent à la porte de façon insistante.
Oui, cette situation peut s'expliquer réellement par... D'abord, quand on rappelle les circonstances dans lesquelles le BRICS a été créé et quand on essaye de voir un peu l'économie sur le plan international et de ces différents États-là qui manifestent le désir de faire partie du BRICS, on se dit que c'est justement parce que ces derniers ont quelque chose à gagner en faisant partie de cette organisation-là. Et fort bien, constatant également l'avancée ou le développement progressif de ces différents États-là qui constituent le BRICS, oui, on peut dire que ces derniers ont des intérêts qu'ils sont en train de rechercher. Et quand on voit également le fait que les BRICS essayent de rivaliser avec le G7, on se demande si réellement le BRICS ne prendra pas finalement le dessus. Bon, c'est une question. Reste à savoir si cela serait vérifié dans les jours à venir ou les... En tout cas, je crois que tout le monde ne pourra pas rentrer dans les BRICS. Il y a une volonté de se chercher un parrainage et un patronage au plan international. Ça, c'est incontestable. Mais y aller, et après, pourquoi faire? Est-ce que c'est juste rester sous le parapluie de quelqu'un? On peut plus se satisfaire de ça quand on dit BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde et South Africa. Donc, voilà. Donc, dès que l'Algérie et autres là, vont vouloir y aller, et l'Algérie, pourquoi pas le Maroc? Or, le BRICS, c'est beaucoup plus d'orientation économique, pour ne pas dire monétaire. Se veut une espèce de contrepoids à tout ce qui, à l'ordre établi à Bretton Woods. Et c'est pour moi l'intérêt du BRICS de ramener la question de l'étalon or sur la place. Et là, les pays du Sud, peut-être les pays africains, tels qu'on ne les soupçonne pas. Je n'ai pas une idée très claire de la production de pays sahéliens comme le Mali et le Burkina, qu'on se surprend à découvrir producteurs d'or. Donc nous avons parfois plus d'atouts que nous ne croyons. Et si nous savons les utiliser judicieusement, si notre contribution au monde, au changement de l'ordre mondial, peut passer par là. Et donc le BRICS stratégiquement représente en tout cas désormais une perspective d'alternative à l'ordre dominant au plan monétaire. Pour le reste, vous l'avez dit tout à l'heure, les investissements directs ne viendront pas forcément de ces BRICS-là. Donc l'Afrique saura... Oui, bon, on ne parle pas la Russie, mais bon, les autres investissent énormément. La Chine, ils ont le deuxième partenaire, pendant longtemps le premier partenaire qui inquiète même les Occidentaux. Les Occidentaux, l'Inde aussi investit pas mal. Donc, voilà. Et le Brésil est un partenaire de choix. Parfois, ce que l'Inde peut... avec ça, je vous signale que malgré son niveau extraordinaire de production de riz, l'Inde, face à la crise mondiale, les céréales vient de interdire la sortie à l'exportation du riz basmati. Et ça aura des répercussions chez nous. Il y a une nouvelle dynamique des relations bénino-nigériennes. Une partie de la crispation de nos relations est venue de ce que le Bénin avait conclu avec l'Inde, un accord pour faire venir du riz, ce qui inquiétait le Nigeria pour sa production. Donc rien n'est sans incidence sur l'autre. À nous d'être attentifs à tout. Et je crois qu'il y a des opportunités à saisir. Et il faut de la constance, de la prospective, une démarche en tout cas méthodique et rationnelle pour exister autrement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Merci beaucoup, Lord Emmanuel Agbeouji. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique à Morgan Training, en espérant vous retrouver très vite. Merci. Joël Ataï Gedegbe, expert en gouvernance, merci également. C'est ce qu'on pourrait dire sur cette question. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres développements en vous souhaitant, c'est là où je me plante, nous vous disons merci de nous avoir suivis en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres développements.